Bonjour, mesdames, messieurs, je vous remercie pour votre présence. Je remercie Madame la Présidente et le bureau du Cercle zététique du Languedoc-Roussillon de me permettre d'exposer ma contribution à la pensée critique concernant l'art-thérapie. Je fais partie de l'école toulousaine d'art-thérapie. J'ai suivi pendant 3 ans les enseignements du docteur Granier au CHU Purpan Casselardite et j'ai été aidé dans mes recherches par le professeur Jean-Luc Sudre à l'Université du Mirail. Après l'homéopathie, la naturopathie et l'ostéopathie, le tour de parler de l'art-thérapie est venu. Concernant la transparence de mes sources, il y a une bibliographie à votre disposition et les recherches que j'ai effectuées sur le net. Quelles sont les personnes dans la salle qui ont déjà entendu parler de l'art-thérapie? Quelles sont les personnes dans la salle qui ont eu recours à une consultation chez un art-thérapeute? Cette pratique de l'art-thérapie reste cependant méconnue de nos jours du public comme des professionnels de santé. Je veux parler des médecins et des paramédicaux, malgré une très large couverture médiatique. Et j'en ai pour preuve cette exposition I Love You, qui a eu lieu la semaine dernière à Béziers, à la Maison de la Région Hérault à Béziers. Maison de la Région. Et c'est une exposition sur les femmes qui ont surmonté des violences conjugales. C'est une exposition de photographies et de témoignages issus d'un travail d'art-thérapie intégrant un moyen de guérison et d'accès de nouveau au bien-être. Alors, il y a 2 mots qui me choquent, bien sûr, c'est guérison et bien-être, parce que l'art-thérapie ne guérit pas. Quand on est art-thérapeute, on soigne et on n'est pas guérisseur. En effet, les journalistes, lorsqu'ils présentent l'art-thérapie, ne parlent que des effets de l'art et jamais de la thérapie. Nous voyons d'emblée une confusion entre art et art-thérapie. Je vais tenter de démêler le vrai du faux concernant l'art-thérapie en France. Pour ce faire, je m'appuie sur ma pratique hospitalière de l'art-thérapie. J'ai reçu plus de 20 000 patients dans mes ateliers d'art-thérapie et ce pendant 20 ans. Ce qui me permet d'avoir une approche clinique de l'art-thérapie et pas seulement artistique. Je vais commencer par une petite histoire de l'art-thérapie, parce que cette histoire de l'utilisation de l'art à l'hôpital remonte très loin, et au XVIIIe siècle, le marquis de Sade a été interné à l'asile de Charenton à 2 reprises, de 1789 à 1790 et de 1803 à 1814, année de sa mort. C'est l'époque de l'asile pour aliénés, et les médecins étaient des aliénistes. Et Sade y fut enfermé pour ses écrits, ses activités considérées comme déviantes et immorales à la demande de sa famille. Nous retrouvons ce cas d'internement avec l'histoire de Camille Claudel au début du XXe siècle. Sade est un personnage populaire parmi les patients et le personnel de Charenton. Il était souvent appelé à donner des lectures de ses œuvres et il aurait même monté des pièces de théâtre avec les autres patients. Sade est décédé à l'asile de Charenton en 1814, il avait 74 ans. Les aliénistes observent que les patients ont un lien étroit avec la création artistique.
Ils écrivent des textes, des poèmes, dessinent, peignent, sculptent sans aucun encadrement. Dès le début du XXe siècle, les aliénistes puis les psychiatres s'intéressent à l'expression des fous, que l'on appellera ensuite les malades mentaux. Nous sommes sur une association art et médecine, c'est-à-dire une recherche entre l'activité artistique et la folie. Marcel Réjat, médecin adjoint à l'asile de Villejuif, fait paraître L'Art chez les fous en 1907. Il parle de l'art malade. Il nous dit « Les perturbations psychiques sont susceptibles de déterminer l'apparition d'une activité artistique complexe. » Le docteur Hans Priesthorn, psychiatre à la clinique psychiatrique de Heidelberg, en Allemagne, fait paraître Expression de la folie en 1922. C'est un ouvrage de référence pour l'art psychopathologique et l'art-thérapie. En effet, il est l'un des premiers à reconnaître une corrélation entre les formes psychiques et les formes plastiques, qu'il nomme la Gestaltung. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre les expressions pathologiques et les expressions plastiques. La Gestaltung donnera naissance plus tard au mouvement de la psychopathologie de l'expression. Mélanie Klein introduit le concept de réparation en psychothérapie. Le langage, la parole, permet la réparation du traumatisme et la symbolisation. En 1950 a lieu la première exposition internationale de l'art psychopathologique. Cette exposition est visitée par un public très nombreux. Elle présentait les œuvres des patients artistes de différents pays du monde. Cette exposition fut fondatrice de l'histoire de la constitution de la collection et de la genèse du Centre d'études de l'expression à l'hôpital Sainte-Anne de Paris. Faisant suite à l'exposition de l'hôpital Sainte-Anne, le docteur Volmar publie L'art psychopathologique en 1955. Recherches qui nous permettent de faire le distinguo entre l'art psychopathologique et l'invention fantaisiste du peintre Jean Dubuffet concernant l'art brut. Françoise Dolto, médecin pédiatre. Elle se spécialise dans la psychanalyse des enfants, dans sa prise en charge des enfants et des psychotiques. Elle utilise le dessin pour entrer en communication avec le patient et mettre à jour le traumatisme. Alors, cette méthode de Françoise Dolto est toujours utilisée de nos jours, puisque ici vous avez un dessin. Oui, mais c'est-à-dire un dessin d'enfant. Vous voyez? Alors, ce dessin d'enfant, c'est cette petite fille qui l'a dessiné. Et c'est une mission de l'UNICEF. Ce dessin a été réalisé par une petite fille originaire d'Osmanie, en Turquie, depuis les violences séismes de février 2023. Elle bénéficie d'un programme UNICEF de soutien psychologique post-urgence. Le dessin fait partie des activités qui aident les enfants à dépasser leur traumatisme et à pouvoir en parler. Donc c'est ça l'art-thérapie. C'est à partir du dessin, de la peinture, de permettre
au sujet en souffrance de mettre une parole sur son traumatisme. Alors, le docteur François Granier, pionnier de l'art-thérapie à Toulouse et en France, le docteur François Granier a introduit la discipline de l'art-thérapie au service psychiatrique du CHU Purpan de Toulouse dans les années 1980. Il met en place le diplôme universitaire psychiatrie, psychothérapie médiatisée et créativité. Diplôme pour les soignants, les médecins, les paramédicaux. Ne voulant pas utiliser le mot valise art-thérapie, il lui préfère celui de psychothérapie médiatisée par l'art, et il m'a permis d'être enseignant vacataire à son DU pendant 7 ans. Le docteur François Granier est président de la Société française de psychopathologie de l'expression et d'art-thérapie. Le professeur Jean-Luc Sudre met en place le DU, diplôme universitaire, art-thérapie avec un S, à l'Université du Mirail. Il met aussi en place un laboratoire de recherche qui lui permet de publier ses recherches régulièrement. Il m'a permis de travailler pendant 11 ans comme enseignant vacataire à son DU art-thérapie. Le professeur Jean-Luc Sudre est membre de la Société internationale de psychopathologie de l'expression et d'art-thérapie. Dans le même temps, le docteur Annie Boyer-Labrouche installe les ateliers d'art-thérapie à l'hôpital Pinel de Lavore. Et donc, si vous vous intéressez à l'art-thérapie, je vous conseille, pour débuter vos recherches, le manuel d'art-thérapie du docteur Annie Boyer-Labrouche, qui est d'un abord facile et pratique. Alors, nous voyons bien l'influence médicale et scientifique exercée dans le domaine de l'art-thérapie jusqu'aux années 80-90. Puis, le bien-être, le développement personnel, le coaching, la spiritualité, l'ésotérisme infiltrent l'art-thérapie. Et donc, je développerai cette thématique dans la deuxième partie de mon intervention. Définition de l'art et de l'art-thérapie, quelle différence? Aristote, 384 avant Jésus-Christ, nous dit ceci au sujet de la catharsis. La catharsis substitue du plaisir à de la peine, elle provoque la purge des passions, l'art provoque un soulagement, une décharge des tensions. L'art est ici un moyen d'expression et de révélation de soi. C'est un moment de grâce presque mystique, ce que les jazzmen ont appelé la note bleue. L'art ne guérit pas, il n'est pas en soi une thérapie. La thérapie nécessite la présence d'un tiers, le thérapeute. Dans toute thérapie, il faut la présence d'un tiers, le thérapeute. Le thérapeute pouvant être le psychiatre, le psychologue, le psychothérapeute ou l'art-thérapeute. L'art-thérapie est une psychothérapie médiatisée par l'art. Elle nécessite la présence d'un tiers, le thérapeute. Elle nécessite un cadre thérapeutique, c'est ce qui la différencie de la pratique de l'art. La finalité n'est pas l'œuvre d'art, mais le soin. Elle nécessite obligatoirement une alliance thérapeutique, ce que les psychanalystes appellent le transfert. Le docteur Jean-Pierre Klein, dans le numéro 1 de l'information psychiatrique de janvier 1991, nous parle de notre rapport à la créativité comme fondatrice de l'être humain
et à la création comme possibilité de recréation de soi-même. Donc c'est un des fondements de l'art-thérapie. Toujours le docteur Jean-Pierre Klein dans le journal de psychiatrie de la revue Nervure de septembre 1995. Là, nous en sommes en 1995, on se rapproche des années 2000. Le docteur Jean-Pierre Klein nous donne un éclairage sur l'art-thérapie en tant que psychothérapie à laquelle on ajoute un temps de production artistique. D'après Jean-Pierre Klein, le processus thérapeutique est non directif quant au contenu en expression libre, il n'y a pas de thème, et directif quant à la forme. Il nous dit aussi qu'il y a 3 conditions pour l'art-thérapie. La première est le projet global de la rencontre, la transformation positive de la personne par elle-même. Transformation positive de la personne par elle-même, c'est de la base de toutes les psychothérapies. La deuxième est la proposition par le soignant du cadre de la représentation thérapeutique. Il en est le garant. La troisième est qu'il n'y a pas de programmation du contenu. C'est-à-dire que l'art-thérapeute ne donne pas de thème, il ne va pas donner d'injonction au patient. L'atelier d'art-thérapie est un atelier du non-faire. Il n'y a pas d'injonction de production. Le patient peut décider de ne rien faire. L'être est privilégié au faire. Contrairement à l'ergothérapie, thérapie par le travail, basée sur un apprentissage artisanal, avec pour finalité un objet fini en fin de séance. En art-thérapie, il est possible qu'en fin de séance, il n'y ait pas d'objet ni de production. Alors, les différences entre une psychothérapie verbale et une psychothérapie médiatisée par l'art, je vous ai fait un petit croquis. Psychothérapie classique, le thérapeute, le patient, séparés par le bureau, donc c'est une thérapie verbale. Ensuite, l'art-thérapie ou psychothérapie médiatisée par l'art, l'atelier d'art-thérapie, le thérapeute, le patient, et ici nous avons une médiation artistique. Le transfert va passer par le biais de la médiation artistique. Transfert, contre-transfert. À la dernière séance du cercle zététique, conférence de M. Pitot, il y a un monsieur qui a parlé. Alors, nous avons la présence des bonnets rouges aujourd'hui. Il y a un monsieur qui parlait de la ruse. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il a dit qu'il faudrait faire une séance sur la ruse. Très bien. Alors, il y a une ruse en art-thérapie, et il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est le docteur Jean-Pierre Klein qui a parlé de la stratégie du détour. C'est-à-dire, contrairement à la psychothérapie classique, la stratégie du détour, c'est d'utiliser une médiation artistique, et donc on va, par cette stratégie, pouvoir revenir au temps de parole avec le patient. La séance d'art-thérapie s'articule de cette façon, c'est qu'il y a un temps d'accueil où on explique au patient ce qu'on va faire dans l'atelier. Il y a un début, une fin à la séance. Le temps de production artistique, la peinture, la musique, le théâtre, les arts de la scène. Et à la fin, obligatoirement, pour que ça soit une thérapie, il y a un temps de parole. Car c'est grâce à la parole que nous pouvons
accéder à la réparation et à la symbolisation. La différence avec un atelier d'animation, c'est que l'atelier d'animation va s'arrêter ici. Et l'atelier d'art-thérapie ou de psychothérapie, il y a un temps de parole. Alors, le déroulement d'une séance d'art-thérapie. Nous commençons par l'anamnèse, c'est-à-dire l'histoire du patient, de sa famille, de la fratrie, puis de sa pathologie. Cela nécessite la consultation du dossier médical. Ensuite vient l'entretien avec le patient pour l'orientation et le choix de la médiation que nous allons utiliser. Cette prise en charge nécessite une prescription du psychiatre du patient puisqu'elle a lieu dans le cadre des services de psychiatrie de l'hôpital. Alors, différence entre l'esthétique et le beau. Puisque dans le langage courant, on dit c'est esthétique, c'est beau, c'est joli. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors, le beau. La civilisation gréco-romaine nous a formatés dans une vision du beau. L'esthétique vient du grec esthésie. Et connaissez-vous son contraire à l'esthésie? Oui? Anesthésie. Anesthésie. Et son contraire, c'est l'anesthésie. Et l'anesthésie, c'est la privation de la sensibilité. Et l'esthétique, au contraire, c'est le plein emploi de la sensibilité, de la sensorialité, de la sensualité. C'est ce qui va transparaître dans l'œuvre et venir nous toucher. C'est cette notion que j'essaie de faire partager aux patients à travers différents ateliers d'art-thérapie. Et c'est une notion qui est différente du beau. Le concept générique d'art-thérapie regroupe les disciplines des arts plastiques, de la musique, de la danse, du théâtre, des arts de la scène. Intégrer dans notre réflexion sur l'art-thérapie une ouverture aux médiations thérapeutiques, artistiques, culturelles et corporelles. Intégrer dans notre réflexion sur l'art-thérapie un éclairage avec les 5 familles de la psychothérapie, à savoir les thérapies cognitivo-comportementales, appelées aussi TCC, la psychanalyse, les thérapies systémiques, les thérapies humanistes et les thérapies à médiation corporelle. Intégrer dans notre réflexion une approche intégrative avec une ouverture en direction de la psychologie, la psychopathologie clinique, la psychiatrie, la pédiatrie, la gériatrie, etc. La psychopathologie de l'expression, l'anthropologie, l'ethnopsychiatrie, la philosophie, la phénoménologie, etc. Les médiations corporelles avec des techniques de relaxation, de cohérence cardiaque, de méditation, etc. Cette liste n'est pas exhaustive, mais vous aurez compris que l'art-thérapie est un syncrétisme. Ce n'est pas une panacée universelle. On ne peut pas soigner tout et n'importe quoi. Mon art-thérapie est une art-thérapie humaniste, centrée sur le sujet, utilisant des médiateurs thérapeutiques, artistiques, culturels et corporels, avec pour finalité toujours le soin, que ce soit chez le sujet pendant la phase dépressive ou chez le patient psychotique.
Ce qui est important à mes yeux, c'est de donner un sens, une dynamique de vie, relancer l'élan vital et tout simplement de redonner le goût de vivre au sujet en souffrance. Avec le souci pour l'art-thérapeute d'être en équilibre sur le trait d'union qui sépare ou qui unit art et thérapie. Alors je vous donne une définition de mon art-thérapie. Il s'agit d'une art-thérapie qui fait le lien entre l'art, l'histoire de l'art, les techniques d'art plastique et la psychopathologie clinique, la psychanalyse, la psychopathologie de l'expression. Ce dispositif est la conjugaison de mon exercice en psychiatrie, du travail de création et des techniques d'art plastique. Ces différents apports font la singularité de ce dispositif en art-thérapie institutionnelle et clinique. J'ai donc choisi de forger mon propre outil art thérapeutique et puisque je travaillais en psychiatrie adulte au centre hospitalier de Béziers, j'ai mis en place une méthodologie que j'ai nommée triptyque d'art-thérapie adaptée à la psychiatrie pour une prise en charge des psychoses en art-thérapie institutionnelle. Pour cela, je devais composer avec 3 contraintes. La première contrainte est amenée par l'institution hospitalière, son cadre, sa réglementation et sa hiérarchie. La deuxième contrainte est amenée par la prescription du médecin. La troisième contrainte est dans le type de population traitée en psychiatrie publique, c'est-à-dire outre la prise en charge de la maladie mentale, prendre en compte les dérives sociétales que l'on appelle pudiquement la précarité. Ce triptyque d'art-thérapie participe aux soins, à la réadaptation et à la réinsertion sociale, principalement dans les psychoses, mais aussi pour toute autre pathologie mentale, c'est-à-dire les troubles du comportement, les névroses, les addictions, les dépressions, les troubles du comportement de la personne âgée, comme les démences, Alzheimer, Korsakoff, la victimologie, agression sexuelle, viol, inceste, et les maladies somatiques. Cette méthodologie du triptyque d'art-thérapie adaptée à la psychiatrie se décline sur 3 volets. Le premier volet, un travail autour de l'identité. Le deuxième volet, adaptation du patient à sa réalité et réadaptation à la réalité sociale. Et le troisième volet, communication, socialisation et resocialisation. Cette méthode du triptyque d'art-thérapie adaptée à la psychiatrie, je vais la mettre en œuvre dans un réseau de 11 ateliers. Ateliers de peinture, ateliers de collage, modelage, art plastique, ateliers exposition, atelier mandala thérapeutique, atelier musique du monde, atelier café des arts, atelier de culture en marche et des sorties thérapeutiques et culturelles. Et pour finir, un atelier de relation d'aide et de relaxation. C'est un atelier de médiation corporelle, relaxation, cohérence cardiaque, méditation. C'est un atelier de psychosomatique relationnelle. Il est destiné aux patients douloureux chroniques, aux patients ayant des troubles anxieux, troubles du sommeil, asthénie, angoisse, dépression, rumination avec idées suicidaires. L'atelier débute par une prise de contact autour de la problématique anxieuse du patient. Le patient, dans ce réseau d'ateliers, va faire une expérience unique et subjective en ayant la possibilité d'expérimenter différents ateliers. La thérapie nécessite obligatoirement la mise en place de 2 cadres. Le cadre extérieur est sous-tendu par la règle et les rituels d'atelier. Le cadre intérieur, c'est celui du thérapeute, en l'occurrence l'art thérapeute,
qui est sous-tendu par ses références théoriques, sa déontologie intégrée dans sa pratique. Alors je vais vous montrer des productions des patients et vous parler un peu de ce qu'on appelle la psychopathologie de l'expression. Donc voici mon atelier à l'hôpital de Béziers. Dans cet atelier, les productions de l'expression des patients sont garanties par le secret professionnel. Ce ne sont pas des œuvres d'art, ce sont des productions. Ici, un dessin d'un patient psychotique où nous voyons des formes de dissociation ici chez une patiente atteinte de dépression qui a peint un bateau en perdition dans la tourmente. Une patiente atteinte de schizophrénie, PMD, psychose maniaco-dépressive, appelée aujourd'hui bipolarité. Donc la particularité de cette maladie, c'est que pendant l'état maniaque, il y a quelque chose qui va flamber et donc le patient souvent va représenter des feux d'artifice, des volcans, le feu, qui est en rapport avec ce qu'il ressent intérieurement. Alors, peut-on exposer les productions des patients en art-thérapie? Alors, je vais répondre à cette question. D'abord, je vous montre une exposition collective dans une salle de Béziers d'une œuvre qui fait 16 mètres de long sur 8, qui est à la fois sculpture, peinture et installation. Le land art, nous nous sommes essayés au land art. Alors, la question de l'exposition. Bien entendu que je vous disais que les productions sont garanties par le secret professionnel, donc on ne peut pas les exposer. Alors, pour pouvoir exposer, j'ai, à côté de cet atelier thérapeutique, j'ai mis en place un atelier d'art plastique où le patient, s'il le désirait, pouvait exposer ensuite son travail. Donc, c'est deux ateliers séparés. Alors oui, exposer, s'exposer au regard de l'autre, c'est l'aboutissement d'un travail de construction psychique, de réparation qui amène le sujet à aller vers l'autre. Et je fais signer au patient un contrat dans lequel il accepte l'exposition de son œuvre à l'espace cafétéria du centre psychothérapique, étant entendu que cette œuvre lui appartient, ou qu'il peut en disposer comme bon lui semble, la garder, la vendre ou la laisser à l'hôpital. Mais pour moi, c'est d'abord une œuvre de l'intime. Ce n'est pas encore une œuvre d'art. Et ce n'est qu'à partir du moment où l'œuvre arrive dans le champ du social, dans l'exposition ou la galerie, qu'elle devient une œuvre d'art, car l'art est dans notre société partie intégrante du système marchand. Alors, j'arrive à la deuxième partie de mon exposé. Donc ça, c'était le travail que j'ai effectué en tant qu'art thérapeute à l'hôpital de Béziers. Et puis maintenant, nous allons voir comment, à partir des années 2000, les dérives et ce qui a provoqué aussi l'effondrement de l'art-thérapie en France, nous avons... si vous allez sur Internet, vous allez vous taper « Devenez art thérapeute » et sans diplôme. Et donc vous avez 1800 offres de formation qui vont s'afficher. Alors 1800 offres de formation, est-ce vraiment crédible?
Non, c'est pas crédible, puisque imaginez que si vous voulez devenir éducateur ou infirmier, vous allez sur Internet et vous avez 1800 offres pour devenir infirmier. Les patients se demanderaient, mais de quel infirmier êtes-vous? Eh bien, le problème se pose pour quel art thérapeute êtes-vous? Et donc, là, je fais un petit comparatif avec la monnaie d'évaluation de l'art-thérapie en France. Donc, si on fait marcher la planche à billets, plus il y a de monnaie, plus on va battre de monnaie, plus la monnaie se dévalue et on rentre dans un système inflationniste au niveau économique. Eh bien, c'est ce qui arrive à l'art-thérapie. Plus il y aura de certificats d'art-thérapeute, moins les art-thérapeutes seront crédibles. L'art-thérapie française des années 80 était l'héritière d'une longue tradition des aliénistes et des psychiatres que l'on avait baptisés art et médecine. C'était une art-thérapie résolument ancrée dans le soin et la thérapie. La médiation artistique est un moyen et la thérapie une finalité. Et nous constatons qu'à partir des années 2000, cela fait à peine une vingtaine d'années, un changement de paradigme et un glissement vers des pratiques non scientifiques, hors des sciences humaines, hors de la psychologie et de la psychiatrie, ont eu lieu. Se sont développés des ersatz d'art-thérapie uniquement basés sur des pratiques artistiques, des recettes pratico-pratiques appelées processus de création, alors qu'il faut entendre la création intégrée à un processus thérapeutique. L'évacuation des sciences humaines a permis la mise en place du développement personnel, du coaching comportemental, du bien-être, de la spiritualité, du chamanisme, des thérapies non médicamenteuses et des médecines parallèles. Effectivement, en s'appuyant uniquement sur le processus de création artistique, nous avons évacué la clinique et les fondations apportées par les sciences humaines. Dès lors, il suffit de proposer aux patients une mise en contact avec l'art pour que le processus de création artistique fasse le reste. Dans ce contexte, l'art devient guérisseur et chamanique. Ces confusions sont évidemment dommageables pour une reconnaissance de l'art-thérapie en France. Nous allons tenter d'explorer la nébuleuse de l'art-thérapie française. Aujourd'hui, nous répertorions plus de 1800 offres de formation en art-thérapie et cette inflation de formation d'art-thérapie, de certificats d'art-thérapeute, provoque une dévaluation de la reconnaissance de ce métier avec pour conséquence des formations pour gogo. Alors, je vais vous montrer quelques titres farfelus que j'ai glanés sur Internet. Donc, un diplôme d'État, d'abord, un diplôme d'État, c'est ça. Ça, c'est mon diplôme d'État d'infirmier, et il y a écrit République française, ministère de la Santé. Et au dos, vous avez le numéro de la DAS, aujourd'hui numéro à Delhi. Je suis enregistré à l'ARS. Donc ça, c'est un véritable diplôme d'État. Donc, vous ne trouverez pas l'équivalent pour les art thérapeutes. Le diplôme d'université, c'est ça, mon diplôme d'université, République française, Université Toulouse 3. La particularité, c'est l'éducation nationale, mais le diplôme d'université n'est reconnu que par l'université qui le délivre. Donc l'université de Paris, de Grenoble, de Marseille ne reconnaît pas mon diplôme de Toulouse. Alors ensuite, j'ai le certificat de praticien en art-thérapie de l'INFIP de Lyon. Ce certificat, ça coûte, pour faire 3 ans, ça coûte 9 000 € dans les années 2000. Et bien sûr, le certificat de praticien en art-thérapie n'est reconnu que par l'organisme de formation qui le délivre. Alors ensuite,
des choses intéressantes sur Internet. Vous avez une formation certifiante en art-thérapie avec Me Former à 65 €. Vous avez une formation en psychothérapie avec Me Former à 69 €. Vous avez aussi des séances d'art-thérapie avec une professionnelle en médiation créatrice à 19 € au lieu de 60 €. Il y avait des soldes. Vous avez un certificat de praticienne en art-thérapie, une formation en distanciel à 49 €. Vous avez des certificats de praticien en art-thérapie multiréférentiel. Tout ça, vous le trouvez sur Internet. Hein, vous avez un organisme de formation dont je tairai le nom qui raconte que le certificat d'art-thérapeute est validé par l'État. Il raconte aussi que c'est un métier reconnu par l'État. Vous voyez, c'est sur Internet, hein, c'est pas... Alors, cet organisme de formation, je suis allé voir son diplôme, et donc c'est un certificat d'art-thérapeute où il n'y a aucune mention de l'État. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est d'aller sur Internet et de regarder la liste complète des professions libérales. Là aussi, c'est intéressant puisque le métier d'art-thérapeute est référencé dans la catégorie des professions libérales dites non réglementées. Avec, à côté, ce métier d'art-thérapeute côtoie les détectives, les ésotéristes, les magnétiseurs, les naturopathes, les numérologues, les psychanalystes, les radiesthésistes, les voyantes. Donc voilà cette confusion, cette nébuleuse de l'art-thérapie française. Alors, que je me retrouve dans mes papiers. Donc il n'y a pas d'école d'art-thérapie, le terme est impropre, il n'y a que des organismes de formation à but lucratif. Les art-thérapeutes utilisent cette méthode dite de l'art-thérapie de différentes manières, ils ne parlent pas le même langage et l'art-thérapie demeure dans la dissociation et le morcellement. Force est de constater qu'il y a plusieurs métiers réunis sous l'appellation d'art-thérapeute. Et j'irai plus loin, disant qu'il y a autant d'art-thérapie qu'il y a d'art-thérapeutes. Je vous propose cet inventaire à l'après-vert. Donc j'ai collectionné tout sur Internet, tout ce que j'ai trouvé sur les art-thérapies. Donc nous trouvons l'art-thérapie lacanienne, l'art-thérapie clinique, l'art-thérapie analytique, l'art-thérapie cognitivo-comportementale, l'art-thérapie évolutive, l'art-thérapie transformationnelle, l'art-thérapie existentielle, l'art-thérapie expressive, l'art-thérapie créative, l'art-thérapie préventive, l'art-thérapie dynamique, l'art-thérapie curative, l'art-thérapie classique, l'art-thérapie moderne et aussi les thérapies médiatisées, les psychothérapies médiatisées, les ateliers d'expression créatrice, les ateliers d'expression créatrice dans le soin analytique centré sur la personne, les médiations thérapeutiques, les médiations artistiques, les médiations culturelles, et encore l'art-thérapie systémique, le coach art-thérapeute, l'art-thérapie contemporaine, l'art-thérapie éphémère, l'art-thérapie post-moderne, l'art-thérapie psychanalytique. C'est une histoire sans fin. Chacun invente son art-thérapie. Alors, le concept d'art-thérapie, comme vous venez de le voir, il est malmené, il est bricolé à l'avantage de son utilisateur. Et nous constatons que l'art-thérapie est utilisée en entreprise, dans le développement personnel, le coaching, la spiritualité, le bien-être, l'ésotérisme,
avec une bascule possible dans des pratiques sectaires et l'emprise thérapeutique. L'art est un moyen d'expression et de révélation de soi qu'Aristote appelle catharsis. Pour le patient, la médiation artistique peut lui permettre de s'exprimer de façon non verbale et aussi dans un deuxième temps par la parole, si cela lui est possible. Alors si cela lui est possible, parce que si nous avons affaire à des enfants ou des personnes âgées ou des patients handicapés, ce n'est pas possible. La médiation artistique est le véhicule du transfert, du contre-transfert, lors de la mise en présence du patient avec son thérapeute, en l'occurrence l'art-thérapeute dans un espace transitionnel. C'est bien la relation transféro-contre-transférentielle qui met en jeu le soin psychique, ce qui a mis le lieu du processus de création artistique entendu comme un acte magique par l'artiste-thérapeute. L'art-thérapeute est à la fois artiste et thérapeute, c'est ce qui a rendu si difficile l'approche de ce métier et de sa compréhension. Mais l'art-thérapie a-t-elle pour vocation de demeurer une pseudothérapie étayée par des pseudosciences? Comment le public, les professionnels du soin, les art-thérapeutes et les étudiants en art-thérapie peuvent-ils s'y retrouver? Comment échapper à ce flou conceptuel qui fait les choux gras des organismes de formation, en particulier les formations en ligne et en distanciel qui délivrent en 3 mois un certificat d'art-thérapeute? Comment faire rentrer le métier d'art-thérapeute dans le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière? Comment échapper au listing des professions libérales non réglementées qui classent la profession d'art-thérapeute avec des professions de détectives, d'ésotéristes, magnétiseurs, numérologues, médiums et de voyantes? Alors, mes réponses à ces questions. Avec un véritable diplôme d'État d'art-thérapeute, le DEAT validé par la République française et le ministère de la Santé, qui donne des bases et des garanties juridiques au métier d'art-thérapeute. Ce qui permettrait, ce diplôme d'État, permettrait d'arrêter le charlatanisme de la business art-thérapie. Avec un vrai parcours licence, master, doctorat en art-thérapie, comme dans les autres professions, avec une véritable intégration des art-thérapeutes dans la catégorie professionnelle des soignants et l'abandon des professions libérales dites non réglementées, avec la création d'un véritable syndicat qui porte la parole de tous les art-thérapeutes de France auprès des pouvoirs publics, avec la création d'un véritable code de déontologie indépendant de tout organisme de formation. Car aujourd'hui, si vous regardez toujours sur Internet, chaque organisme de formation écrit son code de déontologie. Ce qui est nullement déontologique, puisque l'ordre des médecins ou l'ordre des infirmiers, il n'y a qu'un code de déontologie nationale pour la profession. Il ne peut pas y avoir plusieurs codes de déontologie. L'art-thérapie française est à un carrefour. Les art-thérapeutes sauront-ils prendre la bonne direction? Veulent-ils être de véritables soignants ou veulent-ils rester des artistes thérapeutes? Je vous remercie pour votre attention.